Matin, Culture Média. 9h-11h, Philippe Vandel. Bonjour Raphaël Laroche. Bonjour Philippe Vandel. Chanteur, 3 victoires de la musique pour l'album Caravane, 2 millions d'albums vendus. Votre carrière évidemment ne se limite pas à cet énorme tube, 9 albums dont le dernier Haute Fidélité. Le vent de l'hiver, c'était sur quel album ? Je sais que la Terre est plate, 2008. Et ça fait un lien avec ce dont on va parler. D'abord, le vent de l'hiver, on pense aux Alpes suisses où se déroule votre roman. Et puis il y a des sonorités... balkaniques, on peut dire, ouais. Voilà, et ukrainienne. Il y a une grand-mère qu'on va retrouver parce que vous avez une autre activité artistique pour laquelle il est indiqué, en plus de votre prénom, votre nom de famille, Raphaël Laroche. Donc c'est l'écriture. Déjà 2 recueils de nouvelles qui avaient été publiés chez Gallimard, qui vous avez valu pour le premier en 2017 le Goncourt de la nouvelle avec Retourner à la mer, puis un autre recueil, Une éclipse. C'est votre actu, c'est ce premier roman, il s'appelle Avalanche, c'est le même éditeur, la prestigieuse collection blanche de chez Gallimard. On dirait une sorte de puzzle, comme s'il était composé de plein de petites nouvelles, ça fait le lien, ça m'a rappelé Shortcuts, le film de Robert Altman. Merveilleux film, quelle beauté ce film. C'était une référence ou pas du tout ? Non, mais c'est un film que j'aime. C'est un film extraordinaire parce que c'est vrai que c'est des nouvelles de Raymond Carver Carver a la particularité de jamais avoir fait de roman. Et il a réussi à en faire une sorte de grand roman merveilleux qui est ce film Shortcuts. On voit une histoire, puis une autre, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Puis au milieu du film, on rend compte que les protagonistes de l'histoire 2 connaissent ceux de l'histoire 6. Et à la fin, que tout est relié comme un gigantesque réseau en ramification. Oui. C'est assez impressionnant. Votre roman est très daté. Robert Altman, merveilleux. 89. Oui. Raphaël Laroche, il préfère parler des autres que de lui. Non, mais c'est assez rare. Okay. Parce que souvent, les gens que je reçois, ils disent bon, quand est-ce qu'ils parlent de moi ? Quand est-ce qu'on parle de moi ? Quand est-ce qu'on parle de moi ? Là, je parle de vous. Votre roman, il est très daté. Ça se passe en 89. Il est dans une époque. Il est précisément daté. Oui. Il y a aussi des Renault Fuego et des Ford Fiesta. Oui. Il y a des F sur les parkings. On est en 89, c'est la chute du mur. Qui sont ces 2 frères ? Il y a le narrateur qui a 16 ans, son petit frère Nicolas qu'on appelle Nick, et je me suis dit c'est un peu lui à 14 ans. Il n'a pas su choisir entre les deux. C'est vrai, c'est exactement ça. Moi, j'étais entre les deux en âge, c'est-à-dire qu'en 1989, j'avais 14 ans. Le narrateur a 16 ans. Pour raconter un peu ces 2 frangins qui ont perdu leur mère dans un accident de voiture 2 ans auparavant. Et le père ne surmonte pas le chagrin. Il s'est barré en Amérique latine où il est ingénieur en physique. Et il a laissé les 2 enfants sous la garde de leur grand-mère ukrainienne, une vieille babouchka un peu très aimante mais embarrassante. Et ils décident qu'ils ne peuvent pas rester sous la garde de cette grand-mère et qu'ils doivent aller dans un pensionnat. Et comme le petit garçon est très doué pour le piano, qu'il espère devenir un jour pianiste, ils ont une bourse dans un pensionnat pour riches. Et voilà, et c'est leur entrée dans ce pensionnat, dans ce monde très dur de ces 2 gosses. Je reviens à ces 2 personnages qui se fondent peut-être en vous-même, en partie. Oui. Y en a un qui est très pâle, très chétif, l'autre trop bon pianiste, l'autre trop obsédé par les filles, qui teste toutes sortes de substances. Et c'est un peu vous aussi les 2. Je vois à votre sourire que oui, c'est un peu vous les 2. C'est vrai qu'il y a beaucoup de moi dans les 2 personnages, ces 2 facettes disons qu'il y en a un qui est très cynique et l'autre au contraire qui est très candide. Il y en a un qui pense que le monde est construit sur la corruption et la pourriture et l'autre qui pense que chaque jour est un émerveillement, est un éblouissement. Voilà, oui, peut-être que je suis ces 2 choses-là aussi. Il y a des phrases, on devine qu'elles creusent plus profond que la fiction. Vous écrivez parfois, il me semble que je n'ai jamais été un enfant innocent comme les autres, que je suis né vieux, travaillé par l'inquiétude comme le bois par les termites. Oui. Ça c'est mon personnage qui dit ça, mais bon, c'est des pensées qui peuvent me traverser par moments, bien sûr. Vous savez quoi, je vous imaginais à 14 ans en train d'écrire ça dans un cahier. J'aurais aimé écrire ça peut-être à 14 ans, parce que disons que ces adolescents, ils parlent avec une voix d'adulte comme ça, une espèce de voix, à la fois une voix qui n'est pas guérie de l'enfance, ils ont quelque chose de très immature, et à la fois ils s'expriment comme des adultes, mais peut-être un peu comme moi aussi. L'histoire, ça se passe en Suisse, dans un pensionnat pour familles riches, où sont réunis les enfants des leaders du monde entier, des capitaines d'industrie quand ils sont occidentaux, soit des ministres africains ou d'autres pays qui ne sont pas toujours extrêmement démocratiques. Non. Votre famille, c'est une famille de déclassés. La babouchka, elle vient vous voir devant le collège, mais c'est la honte, elle est habillée à l'ancienne, un petit peu comme si elle débarquait d'Odessa, avec des sacs en plastique. Pourquoi ce thème de la honte de classe ? Vous l'avez vécu ? Vous l'avez subi ? Je trouve que la honte, c'est souvent ce qu'il y a de plus beau chez les personnages. Je trouve que les choses dont ils ont honte, c'est des choses dont ils devraient être fiers, quoi. C'est cette grand-mère qui est magnifique, c'est le rapport déchirant qui est entre les 2 frères. Par exemple, il a honte de son petit frère alors qu'il devrait en être fier. Mais je trouve que c'est bouleversant, quoi. Voilà, de voir des gens qui ont
qui sont pris dans cette nudité-là. Et en littérature, c'est une des choses qui m'intéresse le plus, de travailler ce matériel-là. Et je dirais que la honte qu'ils ont vis-à-vis de leur grand-mère, elle est déchirante parce qu'en fait, ils ont honte simplement parce que c'est pas leur mère. Ils ont perdu leur mère et c'est une vieille dame qui vient les chercher. Et le fait que ce soit une vieille dame qui vienne les chercher alors que les autres ont des belles femmes, de jeunes femmes, ça les empêche d'aimer leur grand-mère réellement. Et ça me On ne compte pas les remariages et les femmes refaites dans ce roman, oui. Mais je voulais dire, est-ce que c'est aussi un souvenir personnel ou pas du tout? Non, pas du tout. Moi, j'ai une Votre grand-mère, très différente. votre grand-mère, elle parlait avec un accent. Votre grand-mère, elle parlait avec l'accent. Ma grand-mère parlait avec un accent très fort, mais par contre, le personnage de ce livre fait des fautes de français, alors que ma grand-mère parlait français beaucoup mieux que moi, quoi. Elle était intellectuelle, quoi. Mais donc, elle ressemble pas, et puis elle était pas du tout avec des sacs en plastique. Non, je dirais que c'était pas du tout le personnage. Mais c'est un mélange, quoi. Et les boîtes à bac avec les fils de riches, c'est votre monde ou pas du tout? Pas du tout. Vous restez avec nous. Il y a aussi une bande son dans cet album. Il y a aussi une bande son dans ce roman. On est avec Raphaël Laroche. Ça s'appelle Avalanche. L'émission s'appelle Culture Média. Vous avez bien choisi. À tout de suite. Culture Média sur Europe 9h, 11h. Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. En compagnie de Raphaël Haroche, il publie son premier roman. Le roman s'appelle Avalanche, après 2 recueils de nouvelles chez le même éditeur, à savoir Gallimard. Je le disais, c'est comme plein de petites nouvelles qui, évidemment, sont rassemblées. Il y a des figures récurrentes. Par exemple, il y a un puis une aveugle dans un train. Oui, c'est vrai. Ce qui m'intéressait dans cette histoire beaucoup, c'est de montrer finalement comment on écrivait. Le narrateur, à un moment donné, il est dans un train à 11h du soir et il croise un aveugle. Derrière sa lunette, il se passe rien, il rentre juste dans un wagon, il observe un aveugle. Et puis quelques jours plus tard, il est chez sa psychanalyste parce qu'on l'oblige à avoir une psychanalyste à cause de son deuil, voilà. Et elle lui demande de lui raconter une histoire, et comme il sait pas quoi lui raconter et qu'il lui raconte toujours des histoires choquantes, il lui raconte une histoire très différente, horrible, d'un crime qu'il aurait commis dans ce train avec une aveugle cette fois-ci. Et je trouve que c'est un peu la manière dont on écrit, en fait, d'un événement tout à fait anodin, une vision tout à fait classique, quotidienne, on transforme ça en quelque chose ou bien de cauchemardesque, ou de monstrueux, ou de féerique, peu importe, mais c'est un peu ça le processus. Et ce qui est formidable, c'est qu'on retrouve la figure de l'aveugle d'une page, d'un chapitre à un autre. Histoire incroyable, scène de film extraordinaire. Enfin, je l'ai jamais vu dans un film. J'aimerais la voir dans un film avec votre frère. Les deux frangins, ils font le jeu du mort. Ils se couchent sur la route en faisant croire qu'il y a un problème. Les automobilistes s'arrêtent, évidemment, surtout qu'on est en Suisse, donc les gens font attention à leur prochain. Et là, il y a un type qui découvre qu'il n'est pas mort du tout. Racontez la suite. Oui, disons qu'ils aiment jouer aux morts là où l'endroit où leur mère a eu un accident, et c'est un espèce de mise en scène symbolique. Une catharsis. Une catharsis. Ils font semblant d'être blessés pour que les automobilistes s'arrêtent, et quand ils s'arrêtent, ils détalent en courant. Et puis un jour, il y a un automobiliste qui, au lieu de simplement les engueuler, les courses en chope un, lui met une baigne, et ramène les deux et les met à l'arrière de leur bagnole, et il les injurie en disant, je raconte l'histoire, oui, Ouais. en disant, ramenez-nous je vais vous ramener chez vos parents, bande de petits cons. Et puis où habitent vos parents? Alors il y en a un qui dit, notre père est en Guyane, parce que le père est en Guyane, et votre mère, bande de petits cons, elle va avoir affaire à moi. Et là, le grand frère dit à au petit frère de se taire, il donne une adresse, il dit 70 route du Condro, et il roule pendant un petit moment, et l'autre continue à être menaçant, et il s'arrête devant un cimetière, et le conducteur qui se calme un peu dit, mais dites-moi, votre mère, vous habitez où, avant ou après le cimetière? Et le gosse, qui est très, très dur et très en colère, dit, on habite, notre mère est allée 12, rang 8, si vous voulez lui parler, mais je suis pas sûr qu'elle ait encore son mot à dire sur notre éducation. Et évidemment, le conducteur s'effondre, quoi, parce que il imaginait pas ça, et on peut imaginer qu'il va rentrer chez lui le soir et qu'il sera en larmes et qu'il sera bouleversé. Donc il y a une espèce de moment où toute cette histoire fait que les trois sont détruits par cette petite anecdote qui raconte bien ce qui se joue. Il y a aussi une bande-son dans ce roman. Vous citez les musiques que vous écoutiez, donc vous-même, on sent que c'est votre bande-son de 89. Oui. Par exemple, ceci. Ça m'a amusé parce que je connais bien votre discographie. Oui. J'imaginais pas ça dans vos musts, même en 89. Alors, Freedom de George Michael. En plus, c'est une plantade passée 90. Ah mais je me suis planté dans C'est le livre. anachronique, Oui, ouais. voilà, exactement, c'est une petite. Mais vous écoutiez ça? moi, j'écoutais ça, surtout il y avait un très beau clip avec des têtes modèles. C'est le premier qui a eu l'idée de mettre plein de Ouais. stars dans un clip. En revanche, j'imaginais bien dans votre playlist les Smiths. Alors je vous
faire un aveu. Moi aussi, j'adore ce titre. Je trouve que Morrissey est un immense chanteur. Je trouve que le guitariste Johnny Marr est un génie de la guitare. Et je m'attendais pas à ce que Raphaël qualifie cette chanson que je considère comme un emblème. C'est pas le seul. C'est pas un C'est pas moi qui qualifie, c'est un narrateur. Enfin, de complainte d'opérette. Franchement, c'est. Moi j'adore, non mais moi je suis fou des Smiths, de Talk Talk, mais ce qui m'amusait c'est que ces adolescents parlent d'une manière très péremptoire comme le font les ados. À un moment donné, un des gosses parle de Mozart et il dit c'était un nain, c'est une sorte d'Elton John autrichien quoi. Et je trouve que c'est le genre de conneries qu'on dit à 15 ans. Après on est ébloui par Mozart, on a envie de pleurer tellement c'est beau, mais à 15 ans on est tellement plein de certitudes et de provocations qu'on peut dire des choses comme ça. Évidemment, et il ne pouvait pas ne pas être dans votre roman Bowie. J'arrive pas à choisir à quel moment je dois le faire taire pour parler par-dessus Bowie. En 2002, Raphaël, vous aviez assuré la première partie du concert de Bowie à l'Olympia. Oui. Je vous en parle parce que vous avez dit ensuite, si c'était à refaire, je ne le referais pas. Pour quelle raison? L'Express, 13 mars 2008. Oui, non, je le referais. Disons que j'étais très innocent, quoi. Voilà, j'étais arrivé là sans... Enfin, si, je le referais, en fait. J'adorerais le refaire. Non, j'ai dit une connerie. Mais je dirais qu'il faut quand même une dose de culot parce que j'étais arrivé tout seul avec ma guitare et que c'était quand même un mythe de la musique. Donc, et vous avez pu avoir la chance d'avoir une interaction avec lui. Vous êtes parlé. Oui, très charmant. Et qu'est-ce que vous êtes dit? Je sais plus, on a parlé. Vous êtes la seule personne que je connais qui connaît Bowie, donc c'est pour ça que je vous demande. Non, mais si, je veux dire, tous les journalistes que vous connaissez ont passé 3 heures avec lui. Moi, j'ai passé 10 minutes avec lui. Donc, c'est pas la même chose que d'être journaliste et que d'être chanteur. Ils parlent absolument pas de la même façon. Je sais pas, je me rappelle qu'il était très charmant. J'ai fait j'ai voulu être digne et pas prendre de photos avec lui. Je l'ai longtemps regretté. Putain, mais j'ai même pas pris une photo. Cette description extraordinaire. Vous regardez, il y a un clip à la télé, des rockers peroxydés, maquillés, qui sortent d'une limousine. Ils portent des shorts de cyclistes, des chaussures de montagne et des perfectos. Je me suis dit, mais qui sont ces gens? Là, vous dites, est-ce qu'ils payent des stylistes pour arriver à ce déguisement, ou est-ce le fruit d'une réflexion marketing, des réunions de travail, des designers, des directeurs artistique, ou le simple désordre mental du chanteur bourré de coke qui semble être leur leader? Je les ai pas reconnus et je découvre 6 pages plus loin que c'est les Guns N' Roses. Et c'était vraiment comme ça, en cycliste perfecto avec des platform shoes. Ils avaient des cyclistes, des tenues de coureurs du Tour de France, et des grosses pompes de montagne, et puis des blousons en cuir, et en plus des chaussures de bûcheron qui nouaient à la taille. Enfin, c'était un accoutrement un peu. Mais après, ils faisaient de la bonne musique. Moi, j'aimais beaucoup ce groupe. Vous restez avec nous. Dans un instant, on sera avec Laurie Choleva. On sera en direct du festival de l'Alpe d'Huez. On fait le point sur les films en compétition. On est avec Raphaël Laroche. À tout de suite sur Europe 1.